Est-ce que tu continues les études ou pas? Eh ben, en réalité, Pas du tout. en fait, je crois énormément au destin. Je me souviens, j'ai appelé mon directeur en sortant du shooting de Vogue et j'ai dit bah ça y est, c'est fait. Et il me dit franchement, toutes les attachées de presse n'arrivent pas à mettre leurs artistes en couve de Vogue. Et j'ai démissionné au bout genre du 3e entretien sur 6 quoi. Si on n'ose pas, si on reste dans son coin, il se passe rien. Bonjour à tous et bienvenue sur Influence Corner. C'est un podcast que j'ai imaginé il y a 5 ans en audio et aujourd'hui il passe en vidéo sur YouTube et toutes les plateformes bien sûr d'écoute. Donc bienvenue à vous. Je suis Myriam Ouni, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. J'aime créer du lien, rassembler les gens et ce podcast je l'ai vraiment imaginé dans cette optique de pouvoir partager des visions, rassembler et surtout créer des ponts. Donc bienvenue à vous. Et aujourd'hui, en plus, je suis avec Joséphine. Bonjour. Bonjour à toi. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Merci à toi pour la proposition. C'est un réel plaisir parce que quand on a discuté ensemble, j'ai vu... déjà, moi, je t'ai connue à travers les campagnes de We Road et je me suis dit, mais qui se trouve derrière ces campagnes? Parce que c'est aussi une marque qui me parle en tant que millennials. Ouais. Et le voyage aussi, c'est quand même... un moyen aussi de se découvrir en tant que jeune, etc. Donc, merci beaucoup encore une fois d'être là avec moi aujourd'hui. Bah, merci à toi pour l'invitation. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Écoute, ça va, ça va. Je vais d'abord expliquer peut-être à ceux qui nous regardent pourquoi j'ai voulu échanger avec toi. Il y a plusieurs points déjà. C'est ce sentiment que tu partages d'oser créer et oser donner vie à ces idées. C'est oser donner vie à ces idées, que ce soit à travers ton métier aujourd'hui, mais aussi ton parcours chez Warner, où tu as suivi beaucoup d'artistes, notamment comme Aya Nakamura, SCH, etc. Enfin, c'est assez fou comme début de carrière, on va dire. Donc, on va revenir un peu ensemble sur tout ça. Et je te laisse la parole de me raconter qui tu es, Joséphine. Oui, alors du coup, moi je suis Joséphine Roussel. Je vais avoir 31 ans. Moi, je vais m'adresser surtout aux gens qui peuvent nous écouter, nous regarder et qui ne sont pas forcément scolaires ou qui ne l'ont pas trop été, qui ont peut-être un doute aussi sur leur parcours, parce que c'est vrai que comme tu l'as dit, j'ai un parcours un petit peu atypique. Aujourd'hui, je suis responsable marketing, mais j'ai été attachée de presse d'artistes pendant un moment. Avant cette carrière-là, on va dire, je savais pas trop quoi faire comme métier. J'étais un peu perdue et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a, dans le système scolaire, on a accès qu'à un stage d'observation, qui est le stage de 3e. De 2 semaines en plus. Voilà. Et je savais juste une chose, c'était que depuis petite, je voulais travailler dans la musique. Ouais. Donc, je me suis dit, ok, j'ai eu la chance de faire mon stage d'observation de 3e aux Inrecuptibles. Ouais. Donc, c'était déjà trop bien parce que je me suis dit, journaliste musique, c'est génial, on peut écrire. Et puis, en plus, on peut aller à des concerts, etc. Ouais. Et donc, j'avais fait mon stage là-bas et je suis sortie de là, je me suis dit, ok, je ne veux pas être journaliste musique, mais je vais quand même travailler dans la musique. Et puis, donc, j'ai fait mon parcours d'étudiante. J'étais à l'ISCOM Paris, où on a en marketing communication. Ouais. Donc, j'ai eu un Master 1. Et donc, à l'ISCOM, là, j'ai pu faire des stages, etc. Donc, j'ai fait des stages dans la musique. Et c'était la question, c'était qu'est-ce que je veux faire dans la musique? Parce que c'est hyper large, il y a plein de métiers, il y a plein de... Voilà, je savais que je ne pouvais pas être artiste parce que clairement, j'ai aucun don. Et peut-être que tu ne savais pas encore que tu avais un don. Oui, mais alors je sais pas chanter, je sais pas jouer d'un instrument, donc je me suis dit voilà, et puis surtout moi être dans l'ombre et pas être sous les spotlights, ça m'allait très bien. Et donc en 3e année, j'ai fait un stage chez un attaché de presse qui s'appelle Bruno Philippard, que je salue s'il nous écoute ou s'il nous voit. Avec Amandine Chico qui travaille avec lui et je me suis dit ok, je vais être attachée de presse dans la musique. Première révélation. Et puis en 4e année, j'ai fait un autre stage. J'ai été prise chez Sony Music. Donc là, c'était un autre step. Ouais. Donc j'étais assistante promo. C'était un stage de 6 mois. Et en fait, donc j'assistais tous les attachés de presse.
Et puis très vite, ils m'ont donné ma chance. Donc ils m'ont donné des médias aussi à gérer. Donc c'était des petites radios de province, etc. Et je remplaçais aussi souvent les attachés de presse sur des promos avec les artistes. Et puis mon stage se termine et il me propose un CDD. Donc là, tu es en M1 et il te propose un CDD. Je suis en M1. Donc il me propose un CDD pour me garder plus longtemps. Toujours en assistant de promo et toujours avec ces médias-là à gérer, etc. C'est un peu un dilemme là à ce moment-là. Est-ce que tu continues les études ou pas ? Eh ben, en réalité, pas du tout. C'était pas un dilemme parce que c'était mon rêve de gosse de travailler dans la musique, de travailler en label. Et puis là, bon, comme j'ai dit, j'ai jamais été scolaire et puis je pense qu'on est aussi on est dans une génération où aussi, moi on m'a jamais demandé mon diplôme quoi. Donc bon, après ça dépend des secteurs évidemment, mais bon là c'était le cas. Il me proposait ce CDD là et puis en parallèle je devais passer mon mémoire, faire mon mémoire de M1. Donc j'arrive à mon oral de mémoire. Donc j'étais pas encore diplômée, j'arrive à mon oral de mémoire et puis mon directeur de mémoire me dit bon bah vas-y fais ta présentation. Je dis il y avait une présentation à faire. En fait j'étais tellement en promo tout le temps avec les artistes à droite à gauche, les concerts, les soirées, les machins, que j'avais fait mon truc à la va-vite. Et mon sujet de mémoire c'était est-ce que les artistes ont besoin d'un label pour exploser aujourd'hui et pour être connus. Tout ça avant l'engouement vraiment des réseaux sociaux, etc. Bon bref. Et donc je lui fais un topo un peu vite fait et tout. Et il me dit bon bah c'est vraiment pas fou ce que t'as fait. Il me dit c'est simple, si t'as pas la moyenne, t'as pas ton master 1, donc t'as pas de diplôme. Je dis bon. Il me dit c'est quoi pour toi la suite? Donc je lui dis voilà, chez Sony, il me propose un CDD. C'est ce que tu veux faire dans la vie? Oui. Je te mets 12. Il me dit c'est ma contribution à ta carrière. C'est trop sympa. Et donc du coup j'étais là yes. Tu t'en sors. Ouais. Et donc j'avais mon master 1, j'ai accepté le CDD évidemment. Et puis, donc, je suis rentrée chez Sony, j'avais 21 ans, du coup. Et puis, 2 ans après, ils me disent qu'ils ne peuvent pas me garder en CDI, parce que, bon, le milieu de la musique, ça bouge aussi beaucoup. Et puis, il y avait un programmateur de radio, Greg Souti, qui m'envoie un message, qui me dit « Écoute, je sais comment tu bosses. Chez Warner, ils cherchent une attachée de presse radio. Postule, mais tu dis pas que tu viens de ma part. » Ok. Donc je postule. J'étais à Marrakech à ce moment-là. Farniente, vu que bon, c'était les vacances, j'avais plus de CDD, rien. On me propose un entretien, etc. Donc je rencontre les équipes de Warner, du label Parlophone à l'époque. Ils s'occupaient de Synapson, David Guetta, iPhone, etc. Et je suis prise. Donc j'arrive à 23 ans chez Warner. Je travaille 6 mois dans le label Parlophone. Et au bout de 6 mois, il y avait un label qui commençait à cartonner, signé des bons artistes qui s'appelait Rec 118. Notre directeur promo de chez Parlophone, Clarisse, qui était une de mes collègues, et moi, on est tous les deux, on arrive tous les 3, à la promo chez Rec 118. Et donc Rec 118, c'était le label rap de Warner. Donc là, on avait comme artistes Aya Nakamura, Soprano, Aya, SCH, Nino, etc. Et ça a été simple de bifurquer aussi sur le style de musique, parce que tu passes du David Guetta à SCH, c'est assez différent. Jamais écouté de rap de ma vie. C'est-à-dire que j'arrive dans un truc... Déjà, chez Parlophone, on bossait déjà Aya et Soprano. Donc, eux, je les connaissais déjà. Mais alors, les plus P-rap... que dalle. Mais en fait, je travaillais les médias généralistes. Donc, pour être plus simple, il y a les médias P-rap qui sont... Move, Génération, Skyrock, etc. Et les médias généralistes qui vont être du Énergie, France Culture, France Inter, Vogue, Forbes, Le Parisien, etc. Et du coup, je pense que ce qui a été super cool, enfin moi, ce que j'ai adoré, c'est que comme j'avais jamais écouté de rap, et c'était l'époque où il fallait faire rentrer ces artistes-là dans le monde des médias généralistes, parce qu'à l'époque... il y avait pas quoi. C'était hyper dur et donc fallait pousser les portes vraiment. Du coup, j'avais un discours aussi de moi qui n'écoute pas de rap, ok, je m'occupe de ces artistes, ok, c'est mon boulot de faire rentrer ces radios-là sur ces médias-là, ces artistes-là sur ces médias-là, mais mon discours du coup était réel parce que j'arrivais à trouver des angles qui pouvaient être pertinents par rapport à l'actualité, etc. Généraliste, etc. Voilà.
Donc, je travaille avec ces artistes-là, donc en presse écrite et en radio, pendant à peu près 4 ans. Ça, c'est vachement intéressant de voir comment aussi, déjà, tu décides de ne pas faire ton M2, tu te donnes une chance et finalement, est-ce que tu t'es pas trop dit « Ah mince, après le CDD, ils me prennent pas », cette peur de te dire « Ah, j'ai pas validé mes études, enfin mon M2 en tout cas, est-ce que c'est pas une erreur ?» Je me suis jamais dit ça. En fait, je crois énormément au destin. Et je me dis que si les choses arrivent à ce moment-là, c'est pas pour rien. Et il faut savoir saisir sa chance et pas regretter. Et je pars du principe que si on est fait pour faire quelque chose et si on est bon dans ce qu'on fait et si on se donne à fond, alors il n'y a pas de raison pour que ça marche pas. Il faut oser. Et je vais te poser une autre question par rapport aussi aux angles que tu as pu mettre en avant pour la presse radio, généraliste, etc., qui n'écoutaient pas forcément de rap et qu'il fallait essayer d'intéresser. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter sur peut-être des choses qui t'ont fait rire, sourire sur peut-être les préjugés qu'ils avaient peut-être Il n'y avait pas énormément... En fait, j'ai eu beaucoup de chance aussi là-dedans. C'est qu'à ce moment-là, il y avait des chroniqueurs, par exemple, comme Eric et Quentin, qui avaient monté une émission sur France Inter. Alors, j'ai plus le nom de l'émission, mais ils avaient monté une émission sur France Inter, justement, pour recevoir des artistes rap chez France Super. Inter. Et du coup, hop, je me suis servi de ça, machin, pour essayer de les mettre au moins sur France Inter. Sur France Culture, par exemple, il y avait une émission, je ne sais pas si elle existe encore, mais qui était animée par Romain Bec de Lièvre. Alors, France Culture et le rap, on se dit what et en fait, lui, il était très intéressé par le sens des mots, par la façon de dire les choses dans les textes, etc. Et ça a été aussi un moyen, par exemple, SCH avait fait cette émission, j'avais amené Sadek aussi, je crois, sur cette émission. Et du coup, c'est trouver des moyens un peu ludiques voilà. Tu as eu pas mal de victoires, notamment SCH et Léa Salamé, sur l'émission dont je me rappelle plus le nom. C'était la matinale de France Inter. La matinale de France Inter et la une aussi de Vogue, de Aya. Comment avec le recul, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là Je me dis, j'aurais dû... Est-ce que tu célèbres aussi Ouais, mais en fait, je me dis, j'aurais peut-être dû plus utiliser LinkedIn et mettre ces victoires-là en avant. En fait, on est tellement... dans le rush. Dans le rush de l'organisation, de est-ce que tout va bien se passer, est-ce que tout le monde va être content du résultat, est-ce que, par exemple, pour Vogue, Aya, on passait en direct avec elle. Et du coup, c'était des allers-retours entre la styliste qui est à New York, qui habite à New York. À l'époque, c'était Eugénie Trochu qui avait repris la tête de Vogue France. Et Aya pour valider les tenues, les trucs, les machins. Et en fait, tu es tellement dans le rush de l'organisation, de faire valider, que tout soit dans le bon timing, que tout se passe bien, que l'artiste se sente à l'aise. Parce qu'en fait, nous, on est là pour représenter les artistes. Mais en même temps que Vogue aussi et la couve digne de ce nom, etc. Enfin, c'est tellement un gros challenge que... on n'a pas le temps de stresser, on n'a pas le temps de comprendre ce qui se passe. Juste, moi, je me souviens, j'ai appelé mon directeur promo en sortant du shooting de Vogue. Et j'ai dit, ça y est, c'est fait. Et il me dit, franchement, toutes les attachées de presse n'arrivent pas à mettre leurs artistes en couve de Vogue. Et puis, c'est génial aussi de se dire, une artiste comme Aya, qui faisait... je sais pas, des plateaux énergie, qui a galéré aussi dans sa carrière, dans son début de carrière, où les gens n'étaient pas cool avec elle, où elle s'est pris des tornades médiatiques, etc. Un gros fuck à tous les... Enfin, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais juste, c'est génial, en fait, de dire, vous l'avez critiquée, mais regardez où elle est aujourd'hui. Et en fait, c'est pas que... Enfin, c'est elle, beaucoup. C'est le label. Et bon, c'est aussi un peu notre travail, mais c'est pas que nous, quoi. C'est beaucoup de talent et après, c'est comment tu mets en avant ce talent-là. Et c'est la confiance des médias aussi. Même si nous, on est là derrière pour pousser, lancer, relancer, etc., c'est aussi, mine de rien, la confiance des médias, un risque qu'ils peuvent prendre aussi. Et c'est beau parce que Aya, elle est partie de rien et aujourd'hui, elle a construit un truc génial, quoi.
T'es encore en contact avec elle? Non, je suis plus en contact. Non, je suis plus en contact avec les artistes parce que quand tu quittes ce monde, c'est horrible à dire, hein, mais t'es plus personne, quoi. Ouais. Il n'y a plus d'intérêt finalement. Non. Mais ça, quand il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à quitter le monde de la musique, et je peux comprendre parce qu'il y a aussi un peu ce truc de FOMO, mais faut être prêt. Ouais. Honnêtement, mais surtout que dès l'extérieur, on a l'impression que c'est la vie rêvée, et on peut le voir dans différents cas que tous les artistes ne sont pas forcément heureux, même s'ils ils kiffent ce qu'ils font, etc. Et après, il y a tout le système, l'industrie derrière qui est aussi très prenante, et ça devient vite un travail colossal. Puis c'est ce qu'on appelle un boulot passion. Ça nous prend tout notre temps, toute notre énergie. Moi, je me souviens, je rêvais de est-ce que j'ai pensé à ça, est-ce que j'ai pensé à ci, parce qu'on est un peu les nounous aussi quand on est attaché de presse. Faut penser absolument à tout, que tout soit carré, etc. Que l'artiste se sente le mieux possible aussi, et que les médias soient contents aussi. Et c'est vrai que c'est un métier prenant, passion. Que c'est un métier prenant, un métier passion. Et ça, je suis contente de l'avoir fait jeune. Enfin, je suis encore jeune, hein, mais de l'avoir fait plus jeune. Avant de vouloir, avant d'avoir l'âge aussi de fonder une famille, voilà, de prendre le temps de vivre aussi, quoi. Parce que c'est un truc de fou, en fait. Bosser dans la musique, c'est un truc de je vais pas te demander alors c'était quoi la journée type, parce que j'imagine qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas vraiment de journée type. En vrai, c'est beaucoup de relances mail, téléphone, ou alors tu accompagnes les artistes en promo. Alors parfois, je me souviens d'une journée où j'avais justement SCH dans la matinale de Léa Salamé. Sur France Inter, le matin, donc la matinale c'est genre super tôt, le matin, hop, t'as la matinale, t'arrives chez France Inter, machin, et puis après tu prends l'avion, tu vas au Energy Music Awards, et là tu t'occupes des artistes qui sont au Energy Music Awards, etc. Et tu cours partout. Et je me souviens aussi d'un sentiment, par exemple, sur ce type de promo, où quand t'accompagnes les artistes, forcément t'es avec tout le crew des artistes. Et t'es avec et puis forcément il y a les photographes de partout, il y a les agents de sécu, t'es avec l'artiste, machin. Et je me souviens d'une fois où je suis rentrée des Energy Music Awards, donc on était dans des super hôtels, les mêmes hôtels que les artistes pour faciliter les promos, etc. Et tu rentres chez toi dans ton 19 mètres carrés à Paris, tu t'assois sur ton canapé et tu te dis genre, il s'est passé quoi là? C'était quoi? C'est deux mondes différents. Ouais, c'est deux mondes différents. C'est vraiment... T'as l'impression que t'es dans un rêve permanent, un truc que tu touches du doigt, mais qui est même pas à toi, juste une vie, enfin vraiment de l'intérieur. Et puis après, hop, quand tu redescends un peu, t'es là, bon. Et qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller faire autre chose et d'arrêter finalement, de couper avec ce monde? Eh ben, j'avais la sensation d'avoir fait le tour, parce que c'est vrai que quand t'accompagnes des artistes comme Soprano, où tu fais 15 fois les mêmes plateaux radio, etc. C'est un peu toujours la même thématique. Et puis pareil, Aya, quand tu lui fais faire la couve de Vogue et que tu lui as fait faire plein de trucs trop chouettes, SCH pareil, c'est vrai que tu as l'impression d'avoir un petit peu fait le tour. Et moi, je peux m'ennuyer assez vite. Quand même. Et du coup, et puis j'avais toujours envie de faire du marketing. Parce qu'au final, j'ai fait des études de marketing communication, mais je me suis retrouvée attachée de presse, quoi. Et ça n'a rien à voir, même si on pense à la communication. Être attaché de presse... C'est beaucoup d'humain, finalement. C'est créer du lien. Voilà. C'est, être attaché de presse, c'est avoir du bagou. Réseau. Ouais. Avoir du bagou, pas avoir peur de contacter les gens, et être passionné, quoi. Comprendre son sujet, voilà. Et donc, je me suis dit, j'aimerais bien faire du market. Mais alors, pour le coup, j'ai zéro expérience. Mais ça t'a pas fait peur? Parce qu'aujourd'hui, tu es responsable marketing chez We Road. Raconte-nous la période juste avant We Road, justement, où tu décides de quitter l'industrie de la musique. Mais en fait, tu te retrouves un peu dans un no man's land, traversée du désert un peu. Quand on quitte l'industrie de la musique, ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on ne sait pas où on met les pieds. Parce que moi, ça faisait 4 ans où j'étais dans la même équipe, hyper bien entourée, comme je l'ai dit, etc., avec mes habitudes, machin. Ça fait peur. Et en même temps, tu te dis, attends, j'ai fait des trucs de fou quand même pour mon âge. Je vais trouver un boulot en 2 secondes. Pas du tout. Ça a mis beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Je le dis maintenant, mais je faisais mes recherches quand j'étais encore attachée de presse chez Warner. J'avais déjà envie de commencer à quitter l'industrie. Et ça a mis beaucoup de temps.
Puis il y a une entreprise qui m'a donné ma chance pour être responsable marketing France d'une boîte dont je ne donnerai pas le nom. Et puis en fait, je me suis retrouvée dans un tout petit bureau, dans une toute petite rue, avec un collègue. Et puis en fait, j'ai pas du tout kiffé. J'ai pas kiffé parce que je me sentais pas... j'avais pas... il me donnait pas la chance d'être créative. Je devais faire des traductions d'articles, poster des trucs sur les réseaux et tout. Et puis, je trouvais pas cette créativité. Et puis, à un moment donné, c'était un secteur qui était quand même assez ouvert. C'était de la photographie argentique. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, tiens, y a pas de... Il n'y a pas vraiment de format sur les réseaux sociaux qui donne la parole aux photographes argentiques. Donc, je vais créer un truc sur les réseaux sociaux, sur le compte Instagram de la boîte pour la France. Et donc, je vais filmer les photographes, ils vont tester nos produits et puis on va faire un retour sur l'expérience et ils pourront aussi parler de leur projet de photographe, quoi. Donc, il y avait des photographes beaucoup amateurs, etc. Et donc... moi, je filmais, je faisais le montage, je posais les questions. Mon collègue, il avait fait de la musique en 2 secondes, je sais pas, sur un petit piano et tout. C'était vraiment un truc fait maison. Et en fait, les photographes, ils ont kiffé. Mais mes boss n'étaient pas au courant. Parce que sinon, ils m'auraient dit d'arrêter. Donc, j'ai fait un peu le truc en soum-soum. Voilà. Mais c'était le seul truc un peu créatif que j'ai pu faire, quoi. Et donc, au bout d'un an, j'en pouvais plus. Franchement, c'était affreux et je me suis dit, mais quand tu dois te battre pour toutes tes idées, etc., c'est... Puis j'avais envie d'être créa, quoi. J'avais envie de... Et puis je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas rester comme ça, c'est non. Et du coup, j'ai repostulé. Je suis pas un papillon, hein, normalement, mais j'ai postulé pour partir parce que vraiment, j'étais limite en petit burn-out, quoi. J'avais pris du poids et tout, j'étais vraiment pas bien. Et... pareil, pas de réponse nulle part. Alors, le monde du travail, mesdames, messieurs, c'est hardcore quand même. Hein. Et puis, il y a une boîte, We Road, je connaissais pas. J'avais postulé comme ça. Je me dis, mais ça a l'air super cool. Donc, ils cherchaient leur responsable marketing France. C'était agence de voyage qui organise des voyages en petits groupes, entre inconnus, etc. Je me dis, ça a l'air super cool. En plus, c'était assez nouveau, quoi. Assez pas niche, ouais, parce qu'il y avait genre 1 ou 2 concurrents à l'époque, mais c'était même pas vraiment le même principe. Là, c'est vraiment des voyages d'aventure en sac à dos. Tu pars avec des inconnus parce que tes potes sont pas dispo, donc tu vas te faire d'autres potes en voyage. Le concept est juste dingue. Donc je postule, ils me disent non. Ok. Faut pas me dire non. Mais tu ne prends pas ça pour un non. Non, je lâche pas. Donc je contacte le country manager France à l'époque sur LinkedIn. Et je lui envoie mon CV, ma lettre de motivation, l'air de rien. Genre, il me dit, t'as un profil intéressant, postule via ce lien. Je dis, j'ai déjà postulé, mais rien. Et en fait, je crois que j'avais postulé en français, donc ils ont dû trier automatiquement. Ils m'ont dit non. D'accord. Là, j'ai repostulé en anglais. Et là, j'ai passé tous mes entretiens. J'ai été prise. Et en fait, j'avais pas encore démissionné de mon autre boulot. Et j'ai démissionné au bout du 3e entretien sur 6, quoi. Ouais. Et j'ai dit pendant l'entretien, que vous me preniez ou pas, j'ai démissionné, mais je veux ce boulot. Et alors, donc, sans aucune expérience en market, il me donne ma chance. Ouais. Donc, je suis prise en tant que responsable marketing France. Comme quoi, l'audace paye. L'audace paye. C'est ce qu'il faut aujourd'hui. Faut oser, Si on n'ose pas, si on reste dans son coin, il se passe rien. Il se passe rien. Alors, c'est pas facile, mais il faut le faire. Faut prendre sur soi. Mon père, il m'a toujours dit 2 choses. Prends la vie comme un jeu et quand on veut, on peut. C'est mes mantras de toute ma vie, quoi. Donc, petit tips à ceux qui nous écoutent et qui veulent postuler pour une boîte et qui veulent absolument y rentrer. Ouais. Mais vraiment, dans tout, partout, aller toquer à toutes les portes. Ouais. Faut pas lâcher. Si on a qu'une vie, si on n'essaye pas, il faut pas vivre avec des regrets. Que ça marche ou que ça marche pas. Alors forcément, si ça marche pas, il faut se relever si ça va pas, quoi. Ouais. Et c'est là où tu as pu aussi laisser exprimer toute ta créativité, parce que We Road, pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, c'est quand même des grandes campagnes d'affichage un peu
rentre dedans, qui plaisent ou qui ne plaisent pas à certains, qui font en tout cas parler. Et c'est ça que recherchent aussi un peu les marques aujourd'hui, c'est créer de la conversation, créer des moyens en fait de retenir l'attention. Et est-ce que tu peux nous dire un peu le contexte quand tu arrives chez We Road pour le marché français? C'est une boîte italienne déjà. C'est une boîte italienne, on est présent dans 5 pays, dont la France. Et donc We Road a été créé en France il y a un peu plus de 3 ans. Moi, il n'y avait personne au market avant que j'arrive, et moi, ça fait 2 ans que j'y suis. Et déjà, donc, pour rappeler un peu le concept, We Road, c'est des voyages d'aventure pour les 25-50 ans. Tu pars avec un groupe de personnes que tu ne connais pas en voyage. Ça fait peur, ça. Ouais, on a plus de 110 destinations à travers le monde. Et tu reviens avec des potes. C'est un mini Koh-Lanta. Alors non, parce que c'est pas des... Non, on a quand même des voyages, on a Maldives, bien sûr. Tu vois, on a des trucs, on a des moods de voyages différents, donc on peut faire monter le Kilimandjaro, monter le Kilimandjaro, partir aux Maldives, aller à New York, voilà. Et donc le voyage est organisé par les coordinatrices et les coordinateurs de voyage. C'est les bons potes du groupe qui organisent le voyage et qui part avec le groupe en voyage. Donc il y a 0 charge mentale. Vraiment, c'est... Et donc le concept est génial. Parce que moi, quand je travaillais chez Sony et que je gagnais un petit peu de sous, mes potes étaient encore en études et on n'avait pas les mêmes vacances. Et du coup, moi, j'avais regardé à l'époque pour partir, mais il n'y avait pas. C'est un vrai besoin, c'est vrai. Il n'y avait pas. Donc, c'est pour ça que ça marche aujourd'hui, c'est que ça parle aux millénials, quoi. Et donc, j'arrive chez We Road et je me souviens, la première fois que je vois l'équipe, j'avais l'impression d'être dans une série américaine. Alors, on n'est que 5 en France. Et tout le monde était en mode « Hey, salut, ça va ?» Hyper friendly, machin et tout. J'étais là genre « Trop bien, ça me change de juste mon bureau dans une petite impasse où j'étais juste avant avec un collègue, quoi. » Que j'adorais au passage. Mais c'était une vraie équipe hyper soudée de jeunes parce que on est tous très, très jeunes. C'est un produit qui parle aux jeunes aussi. Donc il faut, voilà. Et donc, j'arrive et en fait, ça va très vite. Et ça va très vite. Et comme je n'avais jamais fait de market avant, allez, tu vas, t'apprends, tu regardes, tu te renseignes. Et en fait, ma chance, c'est que j'ai toujours été attirée par les campagnes de pub. Depuis que mon père était dans le marketing, etc. J'ai toujours été sensible à ça. Aux affiches dans le métro, aux pubs, aux slogans. J'ai toujours adoré ça. Et du coup, c'est vrai que c'était un truc... le marketing, c'est pas que les campagnes d'affichage. C'est aussi les partenariats, les sponsoring, de la brand awareness, comment tu fais connaître la marque et tout auprès du public. Là, il se trouve que le projet est particulièrement cool de We Road. Donc, en termes de message, c'est génial parce que le parti pris de We Road, c'est plus t'es bold, plus t'es couillu, plus ça marche. Et donc, j'arrive chez We Road en mai et en juin, il y a les JO de Paris. Et il y avait moi, j'habite à Ménilmontant et il y avait le parcours du cyclisme qui passait à Ménilmontant. Et on a effectivement on n'a pas de budget pour pour les JO. Pour les JO. Puis surtout je venais d'arriver donc puis même on n'a pas de budget. Et donc je dis à l'équipe créa qui est en Italie, je dis attendez, j'habite à Ménilmontant, j'ai un petit balcon, il y a le parcours de cyclisme qui passe, on peut pas mettre une bannière sur mon balcon. Et donc là en 4 jours, je reçois une bannière que j'accroche à mon balcon. Roule encore pendant 10 000 km et t'arriveras à Bali, We Road. Et bam, on l'affiche sur mon balcon, un truc énorme à Ménilmontant. Et en termes même de contenu, c'est trop. Et je crois que j'avais laissé genre 4 jours. Et c'est un truc qu'on peut réutiliser. Donc c'est un truc 0 budget, enfin pas beaucoup, et qui a quand même de l'impact. Et derrière, hop, tu fais des posts sur LinkedIn, tu fais des contenus sur Instagram, etc. Mais je crois qu'il y a eu même des retombées, des gens qui ont filmé. Ouais. Et en fait, du coup, ça fait partie de l'image de marque. Donc, c'est des idées toutes bêtes comme ça. C'est en fait comment tu peux promouvoir ton produit, ta marque, ton projet, machin, auprès du plus grand nombre, auprès du public, de ta cible, de façon rapide et facile. Et aujourd'hui, on a tellement de moyens de le faire. C'est génial. Et c'était pas la première idée que tu as eue. Après, une succession aussi d'idées intéressantes. Notamment, moi, ce qui a retenu
mon attention, c'était la campagne d'affichage dans le métro, des ponts. Où vous avez mis tous les ponts, les ponts de mai. Et ça, je sais que sur LinkedIn, par exemple, il y avait des gens qui disaient non, mais c'est du bas de gamme. T'as ceux qui ont dit mais c'est génial. On a été repris par J'ai un peu dans la com, Créapills, etc. Et c'est vrai que, pour être tout à fait honnête, c'était une campagne qui avait été faite en Italie. Et nous, en France, on a beaucoup de ponts. Et du coup, ça paraissait évident qu'on fasse cette campagne-là. Ce qui est très drôle, c'est que y a plein de gens qui étaient là. Non mais voilà, les Français, ils n'aiment pas travailler. En plus, non mais comment We Road ose dire aux gens de poser encore plus de vacances, de machin. C'est surtout qu'ils n'étaient pas la cible en fait. En fait, oui. Il y avait des gens qui n'étaient pas du tout notre cible, qui nous appelaient. Vous devriez avoir... On a reçu des mails et tout. Claire, ouais, carrément. Mais c'est le buzz. Et en fait, oui, c'est pas notre cible. Et puis en même temps, nous, on est là pour donner des tips aux gens et des bons conseils et leur dire mutualisez vos vacances et puis partez avec nous, quoi. Donc c'est des moyens hyper fun de encore une fois de promouvoir la marque et de montrer qu'on est une agence. On n'est pas une agence de voyage classique. C'est hyper ingénieux, je trouve, la manière de le faire. Et c'est vrai que parfois on cherche à faire le buzz. Enfin, les marques aujourd'hui cherchent à créer le buzz. Mais on ne peut pas forcément le quantifier dès le départ. On ne sait pas si l'idée va plaire, etc. Comment toi, tu as essayé justement d'un peu assurer tes arrières, peut-être sur cette campagne? Je ne sais pas si tu as réfléchi un peu aux conséquences ou pas avant. Non. En fait, chez We Road, ce qui est génial, que ce soit au siège en Italie ou dans les autres pays où on est ou en France, enfin, en tout cas, moi, je m'en fous. On s'en fout. En fait, on fait ce qu'on veut. Enfin, tant qu'il n'y a pas de moquerie ou alors que c'est pas négatif finalement. Donc c'est pas négatif, mais que c'est que dans du plus et on veut faire rire les gens, on veut faire sourire les gens. En fait, on s'en fout des conséquences. Enfin, il faut oser et c'est pour ça que j'adore la boîte dans laquelle je travaille et c'est pour ça que j'adore mon métier et c'est pour ça que je suis trop contente d'apprendre auprès de We Road aussi et au sein de We Road, c'est que on s'en fout. Enfin, non mais je pense que c'est vraiment salvateur d'entendre ça aujourd'hui parce que tu vois avec des marques où tu peux avoir des process hyper longs ou de tester non mais peut-être que ça peut tu vois de trouver à chaque fois des côtés le côté négatif. Finalement tu fais rien qui parle de tes valeurs, de ta mission et tu parles pas à ta cible. Exactement. Et en fait si tu peux tester tu le fais, si ça marche pas c'est pas grave, personne le verra. Enfin, tant que c'est pas un flop, parce qu'encore une fois, si tu manques pas de respect aux gens ou à des causes ou peu importe, et si ça marche, c'est génial. Et il y a aussi ce truc enfin, même si on n'a pas forcément les moyens de le faire, on peut toujours trouver un moyen pas cher, de contourner ça, quoi. Et c'est bien que tu aies ce mindset-là, parce que finalement, ça te bride pas. Non. Et est-ce que ce serait une partie de la réponse sur la clé de la créativité et de oser aussi faire vivre ses idées? Je pense parce que selon, encore une fois, le projet, la marque, le produit que tu veux mettre en avant, si tu as pensé que c'était une bonne idée en tant que responsable marketing, tu peux... Moi, j'en parle à mes collègues. Dès qu'il y a un truc, je suis ok, j'ai cette idée, qu'est-ce que vous en pensez? J'en parle aussi à mon mec, qui, lui, n'est pas du tout dans le milieu et tout. Et je lui dis, qu'est-ce que tu en penses? Parce que c'est bien d'avoir aussi du recul, etc. Et que si les gens, ils disent, c'est génial, c'est trop bien, go, et en fait, il faut y aller. Faut y aller. Et encore une fois, c'est pas... aujourd'hui, il y a tellement de moyens. Par exemple, si on n'a pas les moyens de prendre une campagne auto-home dans le métro, on peut utiliser l'IA pour faire un peu de contenu sur Instagram, sur LinkedIn, faire genre... Il y a plein de marques qui l'ont fait. Faire genre, c'est vrai, et puis hop... voilà, enfin, c'est pas... faut que ça reste aussi dans l'ADN de la marque, effectivement. Mais dans le message, je pense qu'il y a tellement de marques qui peuvent être plus créatives. Alors, il y en a énormément, hein. Il y en a beaucoup comme, je sais pas, La Vie, Monoprix, Oatly, par exemple. Il y a des marques, ils ont un market de fou malade. Mais parfois, tu as des grosses agences qui bossent derrière. Et quand tu dis, nous, on fait tout, nous... c'est gratifiant. Non, mais c'est trop bien. C'est trop bien.
Et ouais, We Road, il nous laisse avoir cette créativité-là. Et en fait, c'est ça, plus tu proposes des trucs farfelus, plus ils sont contents, quoi. Et pour toi, ce serait quoi les autres clés un peu de oser donner vie à ses idées, exprimer son audace? En gros, si vous vous sentez pas créatif alors que vous savez que vous l'êtes, démissionnez. Faites autre chose. Pour moi, c'est si on est bien dans nos baskets, si on est bien dans notre boulot, si on est bien accompagné et si on a ce truc de créatif et qu'on le sait et qu'on l'a déjà mis en œuvre, etc., c'est que vous n'êtes pas à votre place. Si vous n'arrivez plus à être créatif, c'est que vous n'êtes pas à votre place. Et pour moi, l'environnement, c'est quelque chose de très important. Être bien entouré, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle, la limite, elle est fine entre le pro et le perso. Limite, parfois, j'ai l'impression qu'elle n'existe pas vraiment, en fait. On est la même personne au boulot et à la maison. Mais en fait, mais je sais plus avec qui je disais ça, mais c'est justement quand on a plein d'idées, en fait, il faut savoir prendre du recul et se dire, OK, je vais prioriser ces idées-là, ou genre, je vais prendre 3 jours de vacances. Je vais me poser, et puis là, je saurai que c'est une bonne idée, je peux y aller, je peux me lancer, etc. Mais pour moi, l'environnement, c'est quelque chose de très important. Ouais, j'imagine que quand les idées sont facilitées et validées assez rapidement, tu as aussi le temps de te mettre dessus, de la travailler encore plus et donc d'accorder plus de temps à l'action que finalement à rester pas du tout. C'est ça. Et en parler aussi aux gens qui ne sont pas du milieu, aux gens mais qui sont dans la cible. Moi, j'ai 31 ans. Mes potes, c'est que des gens dans la cible, de We Road par exemple. Donc parfois, quand je dis est-ce que c'est bien de faire ça, j'en parle à mes potes. Je leur dis, à votre avis, ça marcherait ou pas? Bon, oui, non, je ferais plus ça, comme ci, etc. Ok, go. J'entends beaucoup parler de cultural intelligence. Et tu vois, j'ai l'impression que ça rentre aussi un peu dans cette... C'est l'une des clés aujourd'hui pour les marques d'être culturellement pertinents avec leur cible. Ça veut dire que tu vois, si tu as l'occasion, à travers ta mission et tes valeurs de marque, de pouvoir... exprimer tes idées et oser mettre en place ces campagnes et qu'elles soient pertinentes culturellement pour les jeunes. On parlait de rap au début, etc. Tu vois, dans chaque domaine, il y a une manière de parler, il y a des codes à respecter. Et aujourd'hui, tu vois, sur les réseaux sociaux, on sait très bien qu'il ne faut pas poster la même vidéo sur Insta et sur TikTok parce que c'est des usages différents. Et donc, les audiences ne réceptionnent pas aussi de la même manière le contenu. Toi, est-ce que, par exemple, dans tout ce qui est contenu autour de We Road, alors je sais que c'est pas forcément toi qui t'en occupe, mais comment tu arrives à faire vivre, comment vous arrivez à faire vivre ce tone of voice et cette mission à travers les contenus? En fait, nous, c'est très simple. La plupart de nos contenus, ils sont postés par nos coordinateurs et nos coordinatrices de voyage, qui sont nos ambassadeurs. Et en fait, on montre in real life, ce qui se passe pendant un voyage We Road. Donc en fait, même nos campagnes de pub dans le métro, c'est pas de l'IA, c'est nos coordinateurs avec leurs packs, avec les We Roaders, avec leur groupe, qui se prennent en photo. Alors évidemment, on demande les autorisations, double-check tout avant le lancement de la campagne et tout. Mais c'est du vrai, c'est du concret, c'est du réel. Donc il y a déjà cette partie-là. Et après, on se sert aussi des trends qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux pour en faire un contenu en rapport avec le voyage. Par exemple... j'en sais rien, ça va être, on va reprendre les personnages de Sex and the City et on va dire Samantha, c'est tel type de PAX. Donc les PAX, c'est les voyageurs qui partent en We Road. Carrie Bradshaw, c'est tel type de PAX, machin. Donc on s'en sert pour faire des contenus assez drôles sur le voyage et sur l'univers de We Road. Et puis voilà, on regarde aussi vachement les trends qui se font et on essaie de les répliquer, quoi. Okay. Et dans cette continuité de vraiment oser faire les choses, tu as candidaté, et d'ailleurs je ne le savais pas moi personnellement, qu'on candidatait... Ouais, c'est ça. Qu'on candidatait pour devenir Forbes 13 Under 30. C'était quoi l'idée derrière cette... L'idée, c'était...
comment je pouvais mettre We Road dans Forbes. Comment on pouvait avoir une fois la mention de We Road dans Forbes. Et en fait, quand j'ai commencé à regarder, j'ai vu qu'il y avait les candidatures 30 under 30. Et je me suis dit, t'as pas créé de boîte, t'as pas une start-up, t'es pas une entrepreneuse, mais essaye. Puis j'ai essayé. Puis j'étais sur mon balcon et je reçois un message sur LinkedIn d'une personne de Forbes en me disant « Hello, mais des mois après, hein. Hello, on a besoin d'une photo de toi pour les 30 under 30 de Forbes parce que t'es lauréat et tout. » Et je me souviens, j'appelle mon mec et je lui dis « Je crois que j'ai été prise. » Toi, tu croyais pas? Non. Non, j'y allais au culot, au complet. Et puis, il y avait eu 800 candidatures, un truc comme ça. Et il me dit, mais non, n'importe quoi, je te crois pas. Et j'étais, moi non plus, j'y crois pas trop. Mais bon, dans le doute, j'envoie une photo. Donc, j'avais envoyé une photo. Mais alors, l'escroc jusqu'au bout. Il y a quelques années avant, j'avais remplacé ma collègue Clarisse chez Warner pour Masked Singer, c'était Soprano qui le faisait. Et donc, le tournage était hyper long. On était dans la loge avec Liliana, qui était la make-up artiste de Soprano. Et puis, je sais pas, elle me regarde et tout. Elle me dit, vas-y, viens, je te maquille. Parce que, bon, là, je suis maquillée exceptionnellement un petit peu, mais je me maquille jamais de base. Et je dis, ok, machin. Et puis, genre, elle m'a maquillée, elle m'a fait un truc, mais genre canon, je me reconnaissais pas. Et du coup, elle m'avait pris des petites photos et tout. Et donc, j'avais envoyé à Forbes celle-là. Alors que c'était des années après, enfin genre 3 ans après. Et donc je leur envoie la photo et tout. Et puis là, le classement tombe et effectivement, je suis sortie under 30. Donc t'as été à la soirée J'ai été à la soirée pour la remise des prix. Alors j'ai su que j'étais 30 under 30 le 20 avril 2025. Pourquoi je me souviens de la date? Parce que 10 jours après, j'avais 30 ans. Voilà. Donc, jusqu'au bout, le philo. Jusqu'au bout. Et donc, je suis allée à la soirée de remise de prix. Et effectivement, tu as des parcours qui sont quand même... Et toi, tu es là et tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? Parce que c'était vraiment... J'ai été prise pour mon rôle de responsable marketing chez We Road, etc. Et d'un autre côté, je trouve ça trop cool. Parce que, en fait, une boîte sans marketing, ça marche pas forcément. Une boîte sans communication, ça marche pas. Donc, je suis trop fière et je suis trop contente d'avoir été, alors pas porte-parole parce que je suis personne, mais d'avoir contribué. C'était l'objectif au départ, donc je pense que c'est... Oui, mais l'objectif, c'était d'avoir la mention de We Road un jour dans Forbes. Donc ça, c'était bon, mais je suis quand même trop contente d'avoir pu représenter aussi peut-être les responsables marketing qui sont solos sur leur marché, parce que je suis quand même toute seule. Et surtout ce que tu as accompli aussi, même si il y a une équipe derrière. Oui, mais j'ai quand même le syndrome de l'escroc, hein, franchement, parce que tu as des parcours quand même, des personnes de 22, 24 ans qui font des trucs de malade, qui montent des boîtes de ouf et qui osent. En fait, eux aussi, ils ont osé monter leur boîte aussi jeunes. Ils se battent pour que ça marche. Donc, tout est lié, en fait. La boucle est bouclée, finalement. Ouais, la boucle est bouclée. Et donc, du coup, voilà, je reçois mon petit prix et je commence mon discours par... alors, moi, j'ai pas monté de boîte, je suis pas entrepreneuse, machin, mais je suis responsable marketing. Et je suis assez fière. Même si tu crois pas forcément en toi, mais tu crois en tes idées et tu sais que tu peux y arriver, tu y arrives. Alors après, j'ai 31 ans. Il me reste encore... et j'espère vraiment que des gens peuvent être inspirés un peu de ça, quoi. Je te propose de finir sur une question un peu plus philosophique. Oula. Okay. Je pense que là, l'échange, il a été... super pour comprendre un peu les étapes par lesquelles tu es passée et comment aussi tu as cette confiance en toi pour donner vie à tes idées, les défendre et être audacieuse tout simplement. Aujourd'hui, c'est quoi pour toi être libre? Pour moi, être libre, c'est être bien dans sa vie. En fait, pour moi, le perso, c'est le plus important. Parce que c'est ce qui va nous aider à être hyper performant et pertinent dans le pro. Et pour moi, être libre, c'est me réveiller le matin, être contente d'aller au boulot, partir du boulot, être contente de retrouver ma vie, mon mec, mes potes. C'est être libre dans ma tête, dans mes idées. Et en fait, le fait d'être têtue, je suis trop contente d'être têtue. Pour moi, c'est la liberté, parce que je fais ce que je veux.
Alors, mais même dans le boulot, hein. Si j'ai des idées, je les propose. Si ça passe, c'est cool. Si ça passe pas, c'est pas grave. Et aussi, le fait de savoir se relever, pour moi, c'est la liberté. De pas rester coincé dans un truc négatif. Parce que c'est comme ça qu'on a... Enfin, si on n'est pas coincé dans un truc négatif et qu'on arrive à se relever et que le négatif, c'est pas grave, mais alors le positif, tout ce qui est positif, il faut le prendre, il faut l'aimer, il faut le chérir, Et pour moi, c'est ça la liberté, c'est avancer. Et c'est ce qui nous rendra heureux et c'est ce qui fera qu'on n'aura pas de regrets dans notre vie. Ouais. Franchement, on termine super bien l'épisode. J'ai beaucoup aimé ton énergie. Merci. T'es hyper souriante et vraiment, on sent que tu as des valeurs que tu veux exprimer. et ça, il y a un petit côté têtu, mais sympa quand même. Ouais. Faut pas me faire chier. Merci. Merci pour l'invitation. En tout cas, c'était la première fois que je faisais un podcast, mais c'est cool de pouvoir parler de ces projets. Et pareil, ton podcast, il est vraiment... et toutes les thématiques, franchement, c'est génial. On essaye d'avoir des thématiques très variées et aussi... tu vois, de pouvoir partager des profils qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, des sujets qu'on traite, que ce soit le marketing ou autre, mais tu vois, de lier aussi l'humain dans un monde aujourd'hui qui pousse à... à se déchirer. Complètement. Et puis même, tu vois, le fait d'avoir des perceptions différentes selon l'âge, le parcours, etc., c'est hyper enrichissant, quoi. Et effectivement, tu vois, on a un point commun, que ce soit toi avec ton podcast ou moi avec We Road, c'est on rassemble les gens. Qui ne se seraient pas forcément rassemblés dans la vraie vie. Tu vois. Et c'est ça qui est beau. Donc bravo. Merci. Merci, je peux dire que merci.